Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog lecture. Ce week-end, j'ai fini 3 livres, donc je vais venir vous en parler tout de suite. On va commencer par le livre numérique. J'étais en train de lire Vacances en famille de Shalini Boland. Je m'attendais à beaucoup mieux, un petit peu déçue, mais ça reste quand même une bonne lecture. Disons que ça ne casse pas 3 pattes à un canard, mais ça se lit bien. On est avec 2 familles, une qui vit en Angleterre, les 2 personnes du couple sont anglais, l'autre famille vit en Italie, lui il est italien, elle est anglaise. Et en fait, ils vont faire un échange de maison pour des vacances. Donc dès le départ, on se rend bien compte que c'est pas vraiment équilibré parce que le couple qui vit en Italie, ils ont une superbe villa et tout, alors que le couple qui est en Angleterre, ils ont une petite maison très vieille, pas forcément très lumineuse, et le climat anglais n'est pas le climat de l'Italie. Donc voilà, donc ils prévoient cet échange de maison et surtout, on sent qu'il y a des tensions dans le couple des 2 Anglais. Les vacances sont censées les rapprocher, leur faire du bien, et en fait, en allant en Italie, ça va être de pire en pire. On va découvrir des petits secrets, enfin avant de les découvrir, on va sentir qu'il y a des secrets, peut-être que les 2 familles, en fait, certains membres des couples se connaissent. Comment elle s'appelle ? Je ne sais même plus les prénoms, pourtant c'était il n'y a pas longtemps. Il y avait Niall, Bess, je crois que c'est Bess. Ouais. Bess va très vite soupçonner son mari de connaître Amber qui vit en Italie, mais quand elle lui pose des questions, il botte en touche. Lui, il est écrivain, il voyage, donc peut-être que c'est une fan. Donc il y a des petites choses comme ça qui lui paraissent bizarres, mais c'est très lent, il se passe pas grand-chose, c'est assez vide en fait, et les révélations se déploient sur la fin, et c'est même pas vachement... Enfin, c'est pas révolutionnaire. On a un dernier rebondissement vraiment à la toute fin dans les dernières pages, et même ça en fait ça fait un peu pchit parce que oui, alors ça change un petit peu les choses, mais ouais, c'était pas vraiment le thriller domestique du siècle, mais ça se lit bien, ça peut se lire en vacances. Voilà, il n'y a pas d'énormes défauts, c'est juste que j'aurais préféré quelque chose un petit peu plus travaillé, mais ce n'est pas grave. Je suis quand même contente de l'avoir lu. C'était un service presse NetGalley, d'ailleurs, il faut que je pense aller mettre un avis. Ensuite, j'ai terminé également Un enfant sans histoire d'Amélie Antoine au Muscadier Noir. Alors là, on est vraiment sur un roman noir. C'est un livre qui est court, hein, il fait 250 pages ou 260 pages. La construction est un petit peu particulière parce que dès le départ, dans le premier chapitre, on sait qu'il s'est passé quelque chose. Visiblement, un des 2 enfants gardés par la nounou a disparu. Et en fait, après, on va revenir en arrière jusqu'à 11 mois plus tôt, où on va découvrir qu'en fait, ce petit garçon, Vadim, il avait un ami imaginaire. Les parents, en plus, un enfant adopté. La mère va tout de suite trouver ça bizarre qu'il a un ami imaginaire, elle va pas trop apprécier. Le père va mettre ça sur le compte de l'imagination. Et petit à petit, on va se rapprocher du jour fatidique où il disparaît. Et honnêtement, je m'attendais à plus de révélations, mais la construction était pas mal, mais je crois que j'ai pas accroché au style de l'écriture de l'autrice. Je crois que c'est plutôt ça, parce que l'histoire en elle-même, quand j'y réfléchis, c'était intéressant, voilà, on se posait des questions. Mais ouais, je pense que c'est le style de l'écriture de l'autrice auquel j'ai pas accroché, parce qu'en plus c'est un roman qui est court, il fait que 260 pages, donc forcément il peut pas se passer des tonnes de choses. Mais j'ai été marquée par contre par la fin. C'est vraiment un roman noir de chez Noir, je m'attendais pas du tout à ça, et ça m'a choquée, et honnêtement ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. Si vous êtes une maman angoissée, si vous avez des jeunes enfants qui s'inquiètent très souvent pour leurs enfants, même quand il n'y a pas grand-chose, ne lisez pas parce que c'est très angoissant ce livre-là, surtout la fin. Je sais qu'il y a des mamans, ça va leur faire des angoisses, donc forcément, ne le lisez pas si vous êtes déjà quelqu'un d'anxieux, notamment envers vos enfants, vraiment. Si vous avez des enfants à peu près de cet âge-là, 3, 4, 5, 6 ans, ne lisez pas, je pense que ça peut... créer des angoisses assez terribles. Donc c'est un roman noir, bien noir.
L'autrice, à la fin, dans les remerciements, dans les remerciements, visiblement, c'est pas le premier roman noir qu'elle écrit. Elle écrit un peu sur différents thèmes, pas toujours des romans noirs, mais elle dit que ce sont des romans qui s'imposent à elle. Elle a besoin de les écrire. Donc, je peux comprendre, mais c'est vrai que c'est glaçant. C'est glaçant. Et je me dis, heureusement qu'il est court, qu'il ne fait que 260 pages. Donc, c'est pas un coup de cœur, mais c'était quand même un livre intéressant à lire. Ça m'a fait un petit peu cogiter parce qu'on parle d'amis imaginaires. À un moment, on se pose la question, est-ce que ça pourrait être un fantôme? Est-ce que c'est de la schizophrénie? Il y a plein de petits trucs qui font qu'on se pose des questions. Bon, on n'a pas les réponses, mais ça permet quand même de se poser des questions, de se demander qu'est-ce que je ferais moi à la place de cette maman si j'étais dans la même situation. Voilà, c'est compliqué, c'est complexe et c'est intéressant, mais c'est très noir. Est-ce que je relirai l'autrice? Je pense que oui quand même, parce que même si la manière d'écrire ça m'a pas scotché, ça m'a pas énormément plu. Le titre, je crois que c'est Pourquoi tu pleures ou un truc comme ça, son autre titre de roman noir. Et ça me dit bien quand même, et je vais essayer de voir. Je crois que c'est elle aussi qui a écrit des choses sur le harcèlement, des choses comme ça. Donc ça m'intéresse, ça me questionne, donc je la relirai quand même. Mais ça m'a un petit peu bousculée, on va dire. Sinon, dans le week-end, j'ai lu aussi lundi, j'ai lu ce roman-là, La collision, de Paul Gasnier. Je suis allée à la médiathèque vendredi après-midi, et du coup, j'avais pas prévu de prendre des livres, mais en passant dans les rayons, j'en ai vu 2 qui étaient assez courts, je dis pourquoi pas. C'est un coup de cœur de ma médiathécaire, donc elle m'en avait déjà parlé, et Paul Gasnier, ou Gagné, je sais pas, c'est un journaliste, un chroniqueur du quotidien, je crois, qui passe à la télé. Alors, sur quelle chaîne, je sais même pas. TMC ou quelque chose comme ça. Et je crois qu'à l'époque où le roman est sorti, je crois que c'était en fin d'année dernière ou début d'année, je l'avais vu à ce moment-là, justement. J'en avais entendu parler. Et en fait, donc on est encore sur un roman court qui fait 150 pages. Et c'est une histoire vraie. C'est en fait Paul Gasnier qui nous raconte le drame qu'a vécu sa famille. En 2012, sa mère, qui circulait à vélo dans Lyon, a été renversée par un jeune homme de 18 ans en moto. Les motos genre motocross, pas homologuées justement pour aller sur la route, qui sont beaucoup trop puissantes. Il n'en avait pas l'habitude, il a fait une roue avant, c'est-à-dire qu'il a levé la roue, et en fait il a percuté cette femme, et elle est morte pratiquement sur le coup parce qu'elle a été inopérable et tout. Et du coup, il a perdu sa mère ce jour-là, enfin, à cause de ce drame-là. Et donc, il va revenir sur ça, sur ce drame, sur comment ça s'est passé. Il va un petit peu mener une enquête justement sur cette personne-là, qui est le meurtrier, en fait, sur le procès, sur comment il en est arrivé là, sur ce qu'il est devenu après. Et en fait, c'est vraiment... c'est pas une enquête policière, pas du tout. C'est un roman qui est plutôt sociétal, parce qu'il se demande du coup... Il va revenir sur l'histoire de ce quartier de Lyon, sur Lyon en général, sur les différents quartiers, comment ils se construisent, les jeunes de banlieue, comment on les encadre, pourquoi ils vont vers ce chemin-là, pourquoi il n'y a pas de rédemption. Il va se poser plein de questions, que c'est vraiment un roman sociétal qui gagnerait à être lu avant les prochaines élections. On en parle un petit peu, on parle un petit peu de politique, mais c'est sous-jacent, en fait, il n'en parle pas du but en blanc, c'est vraiment sous-jacent, peut-être que les personnes ne le comprendront pas ou ne le verront pas, mais c'est quand même présent sous la première couche. Mais voilà, c'était intéressant, très intéressant, je ne m'attendais pas à ce que ce soit créé de cette manière-là, mais c'est hyper intéressant, le parcours de ses parents est intéressant, le parcours de ce jeune garçon qui est triste, mais c'est vraiment... c'est bien écrit, c'est pas larmoyant, et on a beaucoup de comment dire, pas de sympathie, mais voilà, on est vraiment avec cette famille-là qui a vécu ce drame, et on se dit que ça peut arriver à tout le monde malheureusement, et que c'est le genre de choses où même si les politiques nous disent oui, on va s'occuper de ça, c'est extrêmement complexe d'arriver à éviter ce genre de drame. Donc voilà, c'était ma 3e lecture que j'ai terminée ce week-end. Ah oui, et j'ai terminé, il y a aussi un livre audio, j'ai terminé L'autre moi de Franck Tillier.
Donc c'est un roman dont la base, il était prévu que ce soit sur la mémoire, qu'on travaille sur la mémoire, parce qu'on était avec une jeune femme, Sibylle, qui a eu un grave accident de voiture et qui a perdu la mémoire, surtout la mémoire autobiographique, donc sa propre vie. Tout ce qu'elle se souvient, c'est qu'elle avait un petit garçon qui est censé être mort aussi, et son nouveau compagnon, qui s'appelle Erwan, est embauché par une entreprise secret défense qui travaille sur la mémoire. Et en fait, ils vont partir tous les deux dans un camp vraiment coupé du monde, où ils vont rester pendant plusieurs mois. Ils n'auront pas le droit d'avoir des relations, enfin de contact avec l'extérieur, que ce soit au téléphone, internet, tout ça. Et en fait, elle va avec lui parce que du coup, il a demandé à ses employeurs de pouvoir emmener sa compagne pour pouvoir essayer de la guérir, pour travailler sur ses pertes de mémoire et tout ça. Donc ça, c'est la base, mais en fait, on va avoir autre chose en parallèle. En parallèle, les policiers vont retrouver des corps. Enfin, on va commencer par un corps d'une personne où elle n'est pas reconnaissable. Visiblement, c'est une personne qui a fait de la chirurgie reconstructive suite à un accident. Et en fait, quand on va la retrouver, on ne pourra pas l'identifier, en tout cas pas avec l'ADN, parce que soit les brûlés vifs, soit... Enfin, il y a quelque chose, ils vont devoir retrouver qui sont ces cadavres, et à partir de là, ça va les emmener sur... Enfin, ça va être dit très difficile de trouver une piste au début, et petit à petit, ils vont creuser, et voilà. Et ces personnages-là, on les retrouve déjà dans d'autres livres de Franck Tillier auparavant, notamment le manuscrit inachevé, je crois, et Labyrinthe. Je crois que c'est ça, je dois vérifier. Mais en tout cas, c'est pas des personnages vraiment nouveaux. Franck Tillier nous le dit, en tout cas dans la version audio, nous le dit dès le départ. Mais après, finalement, quand on le lit, ça peut se lire en one-shot parce qu'on n'a pas vraiment de lien avec... Enfin, on ne nous parle pas des personnages, de ce qu'ils ont vécu avant. Donc, je trouve ça un peu dommage de faire une suite sans que ce soit une suite. À ce moment-là, il aurait pu prendre n'importe quel personnage, des nouveaux noms et tout ça. Est-ce que ça veut dire qu'il va nous faire une suite à celui-ci ? Je sais pas, parce qu'à la fin, ça coupe, à la fin de la dernière phrase, on n'a rien, on n'a pas de remerciement, on n'a pas d'épilogue, il n'y a rien. Mais bon, c'est peut-être la version NetGalley que j'avais. Donc voilà, pour une fois, ce n'était pas hyper glauque. Donc j'ai accroché, j'ai suivi l'enquête et tout ça. Bon, j'avais deviné grosso modo ce qui allait se passer, c'était quand même pas très subtil. Malheureusement, on n'apprend pas grand-chose sur les recherches sur la mémoire, parce que finalement, c'était pas ça le but. Donc j'étais un peu déçue par ça, parce que j'aurais bien voulu avoir un petit côté plus scientifique, mais qui est absent. On est vraiment sur un thriller de base, finalement, avec l'attention de savoir qui a fait quoi, qui manipule qui, tout ça. Mais c'est pas très creusé, on va dire. Donc c'est le petit défaut, mais au moins ça ne m'a pas mis mal à l'aise, c'était pas malsain, et du coup j'ai accroché assez facilement et je l'ai lu quand même assez vite. Enfin, je l'ai écouté assez vite. Donc voilà, finalement, ça a été une bonne écoute, j'avais peur que ce soit beaucoup moins sympa. Et sinon, du coup, à la médiathèque, je suis passée, donc j'ai pris Collision l'autre jour, et j'ai pris celui-ci aussi, qui est aussi un roman court, La dernière danse de l'ours de Olivier de Robert, aux éditions de Boré. Ces éditions-là, je les ai déjà lues avec d'autres romans. Je crois que c'est une maison d'édition du sud de la France, peut-être dans les Pyrénées. Mais en tout cas, c'est un auteur régional, enfin de ma région, donc Midi-Pyrénées, Occitanie. Est-ce qu'il y a un résumé ? Un troupeau de brebis a été décimé. L'ours a encore frappé. C'est l'attaque de trop. Désormais, au village, on ne songe plus qu'à l'abattre. Et les tentatives du maire pour raisonner ses hommes n'y changeront rien. Alors arrive une jeune agente de l'environnement. Elle vient pour exfiltrer la bête vivante. À la défiance s'ajoute l'incompréhension. Mais la vieille, elle, sait le secret de l'ours. La vieille, c'est avec un V majuscule, donc sûrement une vieille femme. Avant de se lancer dans l'écriture, Olivier de Robert a commencé par raconter des histoires glanées au contact des anciens. Conteur de talent profondément attaché à la montagne ariégeoise, La dernière danse de l'ours est son premier roman aux éditions de Boré. Donc voilà, on sera en Ariège avec la préservation des ours. C'est toujours assez compliqué, hein, que ce soit l'ours ou le loup, les réintroduire, mais ça fait des dégâts, enfin c'est toujours compliqué.
Mais voilà, il fait même pas 150 pages, donc j'avais envie de le lire, donc ça sera sûrement dans les prochaines lectures. Mais avant, j'aimerais bien finir celui-ci, Tout ce qui est sur Terre doit périr, de Michel Bussy. Je l'ai débuté en début de mois. C'était une lecture commune, mais en fait, la personne qui lisait avec moi a abandonné. Donc du coup, je suis toute seule. Mais je voudrais bien quand même le lire. J'ai hésité à l'abandonner, encore. Mais hier soir, quand je l'ai repris, non, en fait, c'est chouette. Enfin, ça se lit facilement, ça se lit bien. Donc voilà. Donc j'en suis qu'à la page 158, parce que je me suis endormie dessus hier encore. Donc j'ai pas lu beaucoup. Il en fait presque 800. Donc on est mercredi matin, donc ça veut dire qu'il me reste mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, dimanche soir. Il me reste 5 soirées pour le lire, donc il faudrait que je lise à peu près une centaine de pages chaque soir. Ça va dépendre de mon niveau de fatigue, tout simplement, mais j'aimerais bien l'avoir terminé au mois de mai, comme ça je pourrais commencer ma lecture commune du mois de juin, sans souci. Je voulais vous dire ce que c'était et j'ai oublié. J'ai mon téléphone. J'ai pas encore l'habitude de filmer avec ma caméra, parce que quand je filmais avec mon téléphone, je pouvais pas vérifier un truc sur mon téléphone. Sauf que maintenant, je peux. Alors, au mois de juin, c'est Angers Démon de Dan Brown. Donc, si vous voulez vous joindre à moi, n'hésitez pas, c'est sur l'application Lecture Commune. Donc, voilà. Et après, en juillet, ce sera Sac d'os de Stephen King. Et en août, La ligne noire de Christophe Granger. J'ai pas encore décidé quelles seront mes lectures communes à partir du mois de septembre. Mais là, pour ce début d'année, en fait, j'avais choisi des gros pavés parce que c'est ceux que j'ai le plus de mal à sortir. Donc, quand on le lit à plusieurs, ça encourage. Mais je ne sais pas si je vais continuer comme ça en septembre. Est-ce que je continue avec des gros livres, avec des livres que j'ai très très envie de lire? Je ne sais pas encore. J'ai pas encore fait non plus ma pile à lire du mois de juin. Parce que du coup, finalement, dans ma pile à lire d'avril-mai, il me reste encore, je crois qu'il me reste encore 2 romans auto-édités, mais je vais pas les lire maintenant. J'en lirai peut-être un en juin parce que j'ai très envie de le lire, mais l'autre, il me fait moyennement envie, donc ça sera sûrement pour plus tard. Mais du coup, je l'ai pas encore faite et je me demande si je vais pas encore faire une pile à lire à thème pour le mois de juin. J'ai une idée, mais je vais voir en fonction de mes envies parce que j'ai peut-être des envies qui sont différentes pour le mois de juin. Là, l'été approche, enfin, on a déjà des températures caniculaires depuis une semaine. On pourrait se croire en été, mais on n'est pas encore en été, c'est pas encore les vacances, même si elles vont arriver vite parce que le lycée et le collège vont bientôt terminer. Donc voilà, je ne sais pas encore ce que j'avais envie de lire au mois de juin, mais je vais me pencher sur la question dans les jours qui viennent. Et du coup, je vous dirai, et peut-être que finalement, je ne ferai pas du tout de pile à lire. On verra bien. Donc voilà pour mes lectures terminées. C'était de bonnes lectures dans l'ensemble quand même. J'ai encore 2 livres numériques en service de presse à lire, de Ned Gallet. Je ne sais pas quand est-ce que je vais les lire parce que je veux vraiment avancer le plus possible dans celui-ci. Donc je pense que ce sera sur le mois de juin. Il y a... je vais vous dire lesquels c'est. Les 2 livres qui me restent à lire, il y en a un, c'est de la science-fiction, L'Hypermonde, de Laurent Ladouari. Ouais, science-fiction et fantasy. Et l'autre, c'est Les Hommes de Juillet, de Romain Maufray. Et là, on est plutôt sur la fiction historique. Il me fait très envie, celui-ci aussi. Enfin, les 2 me font très envie. Mais ouais, je vais attendre un petit peu. Ça sera pour le mois de juin. Pour l'instant, voilà, cette fin de semaine, je vais me concentrer sur celui-ci. J'ai commencé un livre audio aussi hier soir. Je sais plus ce que c'est. Je l'ai pris sur Spotify parce que c'est ma plateforme d'écoute préférée maintenant. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous, si vous écoutez des livres audio, dites-moi comment vous écoutez, si vous passez par Audible, si vous avez Nextory, si vous utilisez Spotify ou même des CD de la médiathèque. Dites-moi. Ça m'intéresse. Et donc, ouais, j'ai commencé un nouveau livre audio hier soir parce que je venais de finir l'autre mois et j'allais cuisiner. Donc, je dis, je vais mettre un truc parce qu'il n'y avait pas de vidéo, je crois, sur YouTube qui m'intéressait. Mais je ne sais plus ce que j'ai choisi. Donc, ce sera la surprise. Je vous en parlerai quand je l'aurai terminé ou en tout cas bien avancé. Voilà, j'espère que ce retour sur mes dernières lectures vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous lisez en ce moment ou votre dernière super lecture. Et
on se retrouve dans quelques jours. Ça sera sûrement pour les nouveautés de juin. Je vais me pencher là-dessus dans les prochains jours et je vous ferai la vidéo la semaine prochaine. Ciao, ciao!